Bonjour Monsieur Chevrier. Bonjour Hélène. Donc, dans le livre « La prochaine guerre sera nucléaire » que vous avez écrit en 2022, vous avez décrit 3 situations qui risquent de nous amener vers une guerre nucléaire entre la Russie et les pays de l'OTAN. Dès le début 2022, vous aviez également prévu le retour de Donald Trump au poste de président des États-Unis. Apparemment, les événements qui se déroulent en Ukraine et au Moyen-Orient correspondent assez bien à ce que vous avez écrit et prévu, en fait. Le retour de Trump apparaît très probable suite au débat qui a eu lieu la semaine dernière, je pense, oui, c'est ça, plus, oui. Qui a été catastrophique, réalisé donc avec Joe Biden. Oui, alors effectivement, ça fait déjà à peu près 2 ans que tout le monde peut voir que Joe Biden n'est plus du tout en mesure de diriger un pays, surtout pas les États-Unis, un pays qui est quand même qui a une implantation mondiale avec des décisions à prendre constamment. Je pense que quand on le voit dans quel état il est, l'état de sénilité dans lequel il serait absolument incapable de diriger une PME, même pas une épicerie. Vous voyez, il se confondrait les carottes et les pommes de terre. C'est quelqu'un qui est complètement en dehors. Et pourtant, ce pays maintient Joe Biden à la tête, et non seulement ils le maintiennent à la tête parce qu'on pourrait dire bon ben on va le laisser finir son mandat de 4 ans, mais non, pas du tout. Il le représente. Et alors, vous savez que j'ai déjà expliqué comment fonctionne le système électoral aux États-Unis. Pour beaucoup, j'ai fait découvrir, notamment dans l'émission Géopolitique profonde, le journaliste et les autres ignoraient complètement que le système électoral aux États-Unis est complètement ficelé, chapeauté, organisé par l'EPAC. Alors l'EPAC, c'est American Israel Public Affairs Committee, c'est-à-dire que c'est une organisation qui possède 100 000 donateurs, mais surtout, c'est pas tellement les particuliers qui comptent, c'est que il possède toutes les banques, l'industrie de l'armement, les groupes pharmaceutiques. Enfin, on fera une émission là-dessus à nouveau pour donner un peu. Et alors, cette organisation, c'est elle qui finance toutes les campagnes électorales et elle choisit les candidats. Alors, en ce moment, pourquoi est-ce qu'ils maintiennent Joe Biden dans la campagne électorale, parce que tout le monde s'est rendu compte dans le débat qu'il était complètement à côté du truc? Non, ils le maintiennent pour faire gagner Trump. Vous voyez un peu le côté machiavélique, c'est-à-dire que Trump est un supporter fanatique d'Israël, on peut dire, parce qu'il est supporté par les évangélistes aux États-Unis, qui sont à peu près 30 millions. Ces gens-là sont encore plus fanatiques que les Israélites pour supporter Israël. On fera voir dans quelques temps l'attitude des évangélistes. Ils sont complètement, alors avec des œillères, c'est des fanatiques qui voudraient faire la guerre à tout le monde pour Israël. Alors, pourquoi est-ce que l'on veut que Trump gagne les élections au mois de novembre? Parce qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, il y a véritablement que cet abruti, parce que ce Trump, c'est quelqu'un de dangereux et complètement imprévisible, qui est capable d'aller détruire l'Iran, vous voyez, d'aller engager la guerre contre l'Iran. Et ça, c'est le but de Netanyahou, de vraiment de mettre l'armée américaine, parce que lui n'a pas la capacité, Israël n'a pas la capacité d'aller attaquer l'Iran, surtout plus maintenant. Il y a 15 ans, ils auraient pu le faire, maintenant c'est terminé avec les missiles qu'ils ont. Et donc, on a une préparation, toutes les choses se mettent en place pour que, à partir de ce qui s'est passé le 7 octobre. Vous savez que j'ai fait une émission là-dessus pour faire le parallèle et expliquer, analyser tous les points de convergence qu'il y a entre le 11 septembre 2001 et le 7 octobre 2023. Ils étaient au courant de tout ça. Non seulement ils ont laissé faire, mais ils ont accentué. Et puis ensuite, il y a eu un grand nombre de morts d'Israéliens et d'Israéliennes qui ont été tués par
Tzahal, c'est l'armée israélienne. Avec, on voit dans des maisons des trous qui font 1 mètre de diamètre. C'est certainement pas une balle de Kalachnikov qui a fait un trou comme ça dans un mur de maison. Hein. Donc là, on voit tout ça. Alors, ce qui va se passer actuellement, puisque moi je suis un petit peu les événements, je ne suis pas le seul à suivre, tous les journalistes, tout ça du monde entier, mais curieusement, les gens nous racontent toujours ce qui s'est passé, mais il y en a très peu qui sont capables de vous dire ce qui va se passer. Alors là, l'émission que l'on fait aujourd'hui, la vidéo que l'on fait aujourd'hui, c'est d'expliquer ce qui va se passer avant la fin du mois de juillet. C'est l'attaque de l'armée israélienne appuyée par l'armée américaine qui va attaquer le sud Liban pour essayer de détruire le Hezbollah. Et donc, le Hezbollah, c'est un autre morceau que Hamas. Déjà, le Hamas, ils ont d'énormes difficultés à sortir, à essayer de nettoyer cette petite poche. Alors là, Hezbollah, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'armée américaine, là, on voit un petit peu ce qui se passe dans les manœuvres. Vous avez... les États-Unis possèdent et entretiennent 10 porte-avions dans le monde. Les porte-avions, c'est quelque chose d'important. Non seulement, quand vous avez un porte-avions qui se déplace, vous avez en moyenne 3000 à 3200 hommes d'équipage à bord pour le porte-avions, plus 2300 à 2500 qui sont les effectifs pour l'aérien, c'est-à-dire les pilotes, les mécaniciens, ceux qui font l'entretien, ceux qui font toutes les manœuvres, etc. Dans les porte-avions, il y a des ateliers d'entretien des avions, parce qu'un avion, à chaque fois qu'il décolle et qu'il atterrit, il faut refaire tout un tas de travaux, vous voyez, dessus. C'est quelque chose de très important. Mais non seulement un porte-avions, c'est donc environ 5000 à 5500 hommes embarqués, mais c'est en plus une flotte d'une dizaine de bâtiments qui sont là pour protéger le porte-avions. Et donc, non seulement il y a en surface des bâtiments, des navires qui sont là pour la protection, pour l'air. Alors, les porte-avions maintenant sont la plupart du temps avec une propulsion nucléaire. Donc, il n'y a plus besoin de faire le plein, si vous voulez, mais toute la flottille qu'il y a autour, eux, ils ont besoin, ils sont au fuel lourd, et là, il faut des bateaux ravitailleurs. Alors non seulement vous avez une dizaine de bateaux qui protègent un porte-avions, mais vous avez également 1 ou 2 sous-marins qui tournent autour pour éviter qu'il y ait d'autres sous-marins qui viendraient pour couler le porte-avions. Actuellement, sur les 10 porte-avions qu'entretiennent les États-Unis, vous en avez déjà 4 qui sont autour pour Israël. 2 qui sont en Méditerranée et d'autres qui sont à côté de la mer Rouge ou en bord de mer Rouge et également en mer d'Oman. En ce moment, vous savez, les gens qui sont à bord d'un bâtiment comme ça, un porte-avions ou les autres, on ne peut pas mettre des personnes indéfiniment, il y a un roulement. Donc quand ils ont fait 4 mois en mer, là ça fait 6 mois qu'ils sont, par exemple, alors le bâtiment, le porte-avions Eisenhower va quitter la Méditerranée pour retourner à sa base, pour donner des permissions aux gars qui sont passés 6 mois à bord de ce bateau. Et il va être remplacé par le Theodore Roosevelt. Le Theodore Roosevelt, qui était basé au large de la Chine, fait route en ce moment et vient se positionner pour faire un appui. Alors le Theodore Roosevelt, c'est un bateau qui a déjà un passé, qui a déjà de l'expérience avec des hommes à bord. Ils ont bombardé le Kosovo quand c'était l'époque du Kosovo. Ils ont participé évidemment au bombardement de l'Irak, tout ça. Donc c'est des unités qui ont des officiers qui ont déjà un passé, qui ont une formation. Donc ceux-là sont prêts. Non seulement il y a ça, mais en ce moment ils sont en train d'envoyer des bateaux avec des marines à bord, soit pour faire une attaque à terre, soit pour
évacuer de la population civile, israélienne ou étrangère. Ils ont donné ordre en ce moment aux Canadiens, aux Américains, de quitter le Sud-Liban. Maintenant, on est pratiquement avant la fin du mois de juillet. Normalement, cette opération va être déclenchée. Alors, pour comprendre un petit peu comment les choses risquent de... Parce que là, on va aller d'escalade en escalade. Il y a une situation assez complexe avec la Turquie. La Turquie, qui est dirigée par Erdogan, il a déclaré à plusieurs reprises qu'il allait intervenir et puis, bon, alors bien sûr, il essaye de calmer les Turcs, mais les Turcs, c'est une armée très importante. Il y a 2 millions d'hommes, hein, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Alors, la situation est complexe parce que les Turcs font partie de l'OTAN. Et donc, il y a une base militaire américaine importante en Turquie et on se demande comment ça va se passer. D'ailleurs, Erdogan a dit qu'il fallait qu'il s'en aille maintenant, il fallait qu'il quitte le territoire. Donc il doit y avoir des discussions. Mais vous savez que j'ai fait une émission il y a quelque temps en présentant les bases américaines qu'il y avait au Moyen-Orient. Donc je les ai citées, on ne va pas les reciter ici. Mais il faut savoir que dans ce contexte, on va aller d'escalade en escalade. C'est effrayant. Vous allez avoir... Alors, actuellement, comme depuis, on va dire, 1963, les Américains, qui sont complètement dirigés par le lobby pro-israélien, apportent à Israël un soutien inconditionnel. C'est-à-dire que peu importe s'ils ont raison, s'ils ont tort, ils sont là, peu importe, ils vont jusqu'à mettre en danger leur propre pays. C'est ça qui est terrible. Et il faut savoir qu'un grand nombre de Juifs aux États-Unis ne sont pas du tout d'accord avec cette politique. Mais les autres tiennent les ficelles, les autres dirigent le truc. Il y a des gens importants, comme le professeur Mearsheimer, Geoffrey Sachs, qui n'a pas caché que lui-même était juif, étant professeur à l'université. Il a été conseiller d'un grand nombre de dirigeants de pays, notamment il a conseillé Gorbatchev, etc. C'est quelqu'un de remarquable. Ils sont complètement à l'opposé. Ils partagent exactement la même vision que j'ai sur ce conflit au Moyen-Orient et sur le fait qu'Israël aurait dû partager son territoire, enfin tout du moins la Palestine aurait dû être divisée en 2 parties, une pour les Palestiniens et une pour les Israéliens. Ça n'a pas été le cas puisque eux, maintenant, depuis 40 ans, 60 ans, on va dire, ils roulent dans la farine tout le monde et ils veulent avoir tout et expulser tous les Palestiniens du territoire de Palestine. C'est énorme, mais voilà. Et alors là, maintenant, ils sont en difficulté dans la bande de Gaza. C'est un champ d'Urbine. Ils ont massacré peut-être 50 000 civils, des femmes, des enfants. Et il y a des problèmes énormes en Israël parce que le Hezbollah, actuellement, on va dire, on ne peut pas dire qu'ils s'amusent, mais enfin, ils envoient des roquettes, vous savez, bon, c'est pas... alors, ils ont quand même déplacé 65 000 personnes qui ne peuvent plus occuper le territoire qui est au nord d'Israël. Et les Israéliens, depuis maintenant, enfin ça fait des années qu'ils font ça, font des assassinats ciblés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils font la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, et ils suivent par les satellites une personne qui est un chef présumé du Hezbollah ou un chef présumé du Hamas, et puis à un moment ils décident d'envoyer un missile dessus, et il l'envoie, et le gars, il est en voiture, il y a 3 passagers avec lui, hop, on tue les 4 personnes, sans jugement, sans instruction, rien, bing, le gars, tac, terminé. Ils l'ont fait également. Donc, alors ça, c'est leur spécialité. Ça fait des années qu'ils font ça. On va dire qu'on peut le qualifier de assassinat ciblé. Donc une fois qu'ils ont... Mais quelquefois, ça va même au-delà de quelqu'un qui
qui n'est pas forcément un dirigeant affiché d'un mouvement classé terroriste. Parce que, si vous voulez, ils ont... Là, on va rentrer un petit peu dans l'aspect politique. C'est Netanyahou et plusieurs membres de son gouvernement qui ont favorisé le développement du Hamas il y a une vingtaine d'années. Parce qu'au départ, c'était l'OLP, dirigé par Yasser Arafat, qui représentait les Palestiniens. Et donc, ils étaient pratiquement arrivés à des accords pour partager l'Israël, enfin la Palestine en trois parties, la Cisjordanie, la bande de Gaza, et puis le reste pour les Israéliens. Et puis finalement, sur la Cisjordanie, ils ont commencé à coloniser. Enfin, bref, on ne va pas rentrer dans toute l'histoire. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on risque d'aller d'étape en étape vers une confrontation entre Israël, appuyé par les États-Unis, qui vont essayer de détruire l'Iran. Et là, les Russes ne laisseront pas faire. Là, les Russes vont intervenir, parce qu'il y a des liens très étroits entre l'Iran et la Russie. Et donc, il y a eu... Alors, il faut, quand on observe un petit peu tout ce qui se passe en coulisses, vous avez au Yémen une tribu, on va dire, les Houthis, qui ont été au départ équipés par l'Iran pour s'opposer à d'autres milices qui étaient favorables à l'Arabie saoudite. C'est un pays qui est en guerre depuis des années à l'intérieur, d'une guerre civile, on va dire. Et puis petit à petit, on observe que le niveau d'armement des Houthis fait des progrès énormes. Alors bien sûr, c'est pas eux qui fabriquent les missiles et tout ça. Oui, doute. Il y a qu'un derrière. Oui. Alors, au départ, il y a eu beaucoup de fournitures qui sont faites par les Iraniens. Mais maintenant, quand on voit le niveau d'équipement qu'ils possèdent, on sait que ce sont les Russes qui fournissent directement. Et alors là, je peux vous dire que les porte-avions sont en danger. Parce que je l'ai écrit dans mon livre, j'ai écrit dès le départ qu'on est dans une révolution technologique, puisque un petit missile qui coûte, on va dire, 800 000 $ ou 1 million de dollars, pour ceux qui sont très sophistiqués, peut détruire un porte-avions qui, lui, coûte 5 à 7 milliards de dollars. Vous voyez, rien que la construction. Vous voyez, et donc, en une seconde, ça y est, c'est fini. Et là, on risque d'assister à cette chose-là. Alors, en ce moment, on va voir... Vous verrez que d'ici la fin du mois de juillet, l'armée israélienne va commencer à entrer. Est-ce que les Américains vont envoyer des troupes au sol? En principe, ce n'est pas leur façon d'opérer. Les Américains, leur spécialité, c'est le bombardement avec l'aviation. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, on a récemment, on a fait, vous savez que Macron, je vais peut-être déplacer la chaise, Macron est allé, comme ça se passe pratiquement chaque année, faire l'inauguration, vous savez, du débarquement, fêter les Américains, etc., qui nous ont soi-disant libérés. Hein. Donc ça, c'est une vision hollywoodienne de la chose. En réalité, on passe sous silence tout un tas de choses qui sont pas belles et que les Français devraient savoir. Or, ce que je vais vous dire, il n'y a pas un Français sur 1000 aujourd'hui qui est au courant de ce qui s'est passé en 1944. Parce que les Américains se fichaient du tiers comme du quart des Français. Ils étaient d'accord avec Pétain, ils étaient d'accord avec les Allemands avant le déclenchement de la guerre, parce que l'Allemagne
protégeait en quelque sorte le risque d'une invasion de l'URSS, de l'Union soviétique à l'époque. Et donc l'Allemagne nazie, ça leur convenait très très bien. Ils n'avaient pas du tout l'intention d'intervenir. Il n'y aurait pas eu Pearl Harbor, ils n'intervenaient pas en Europe. Ils nous laissaient se débrouiller. Mais c'est parce qu'ils ont été attaqués par les Japonais qui commençaient à faire alliance avec les Allemands qu'ils ont décidé de s'impliquer. Alors, il faut savoir quelque chose pour les gens qui sont un peu plus jeunes que nous, ignorent qu'en 1944, l'armée américaine a tué en 4 mois 20 fois plus de civils que l'armée allemande en 4 ans. Voyez ? Et ça, c'est quelque chose qui est absolument passé sous silence par les journalistes, par tous ceux qui devraient avoir un devoir de mémoire, puisqu'on nous fait le coup avec la Shoah, le devoir de mémoire, mais là, il y a eu quand même, on va dire comment ça s'est passé, entre le 1er juin et le 30 septembre 1944, l'aviation américaine a tué plus de 70 000 civils en France. 90 000 handicapés. Ils ont détruit des villes entières, ils ont détruit 300 000 immeubles et maisons en 4 mois. Pourquoi ça? Parce qu'ils ne voulaient pas prendre le risque que des avions soient abattus par la DCA allemande qui était sur le littoral. Et donc, normalement, ils auraient dû envoyer des avions qui auraient volé à 500 mètres pour voir. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous les systèmes de satellites et tout ça. Ça se faisait à vue. Ils larguaient les bombes. Et puis les bombes, elles tombaient toutes seules. Il n'y avait pas de missiles. Il n'y avait pas de téléguidage. Il n'y avait rien de tout ça. Et donc, quand on voyait, on anticipait, à 500 mètres avant d'être au-dessus, hop, ils ouvraient les trappes et lâchaient les bombes. Eh bien là, s'ils avaient fait ce truc-là, il y aurait eu très peu de civils de tués. Non. Ils ont décidé d'être en dehors de la portée de la DCA allemande, et ils ont largué les bombes à 6000 mètres d'altitude. Donc vous êtes dans les nuages, vous êtes dans des conditions, ils ne voyaient rien, et ils rataient régulièrement la cible. Il fallait passer 3 fois, 4 fois pour arriver à toucher une DCA qui était dans un coin. Ils rasaient complètement la ville. Et alors, là, vous avez ici, on va regarder quelques-unes des villes qui ont été complètement rasées. Vous avez ici des photos, Le Havre. Le Havre a été complètement rasé, reconstruite après. Donc là, ici, c'est Le Havre, là, c'est Le Havre. Là également. Après, vous avez Caen. Regardez un peu, ce sont des ruines. Totalement détruits, oui. Alors, il y a eu Bordeaux, il y a eu Royan, il y a eu Gennevilliers dans la région parisienne, il y a même eu Avignon, vous voyez. Donc, ils ont fait des quantités, et ça, c'est la méthode américaine. On vole très haut, on se fout des gens qui vivent en dessous. Civils, oui. Et alors, le scandale, ça, ce sont des alliés, et donc on ne comprend pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas qu'à la fin de la guerre, le gouvernement français n'ait pas demandé des dommages et intérêts aux Américains, puisqu'ils ont détruit des villes, ils devaient payer. Ils devaient rembourser aussi toutes les personnes qui sont mortes. Il y avait 90 000 handicapés. Eh bien, rien n'a été fait, ça a été passé sous silence. Les gens n'ont pas touché de pension ni quoi que ce soit. Et donc, là, ça c'est ce qui s'est passé en France. Alors, on va faire quelques pays pour faire voir un petit peu la mentalité de ces gens-là, parce que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. On est quand même à un niveau de civilisation. Quand vous arrivez, quand vous êtes pilote d'un avion, que ce soit bombardier ou chasseur, vous avez un bon niveau d'instruction. Vous êtes quand même capable de faire la différence entre quelque chose qui est normal et quelque chose qui est pas normal. Moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas traduit des pilotes américains devant une cour de justice pour toutes les atrocités qu'ils ont fait. Parce que vous allez voir, là, dans ce que je vais vous raconter, c'est quelque chose qui dépasse ce qu'on pourrait imaginer. Alors, en Allemagne, là, ça a été pire que tout.
Entre 1942 et 1945, 175 villes ont été détruites par les bombardements de l'aviation anglaise et américaine. 175 villes, ce n'est pas des villages, c'est des villes qui font 100 000, 300 000, 800 000 habitants, hein, des fois dépassent le million. Plus de 600 000 civils ont été tués lors de ces bombardements. Mais c'est un chiffre bas, vous voyez. En réalité, on a dépassé certainement les 900 000. Et alors, dans bien des cas, c'est des choses qui n'étaient pas du tout nécessaires de faire parce que il ne s'agit pas de faire des bombardements sur des militaires. Ce sont des villes où il n'y avait que des civils. Parce que toute l'armée allemande était sur les fronts en Union soviétique, en Afrique, en France, il n'y avait plus personne dans les villes. Les seules personnes qu'il y avait, c'était des garçons de moins de 15 ans, des femmes et des vieux. Voilà. Dans les villes, il n'y avait que ça. Mais ils n'ont pas hésité à écraser et à détruire complètement des villes. Alors, vous avez par exemple une histoire qui mérite d'être racontée. Ça se passe en 1943, mais en réalité, l'origine de cette affaire, il faut savoir qu'à partir de 1941, les Américains sont en guerre à la fin 1941 avec le Japon. Et donc, évidemment, c'est un gros morceau, le Japon, parce que les Japonais, ils sont déterminés, ils sont équipés, c'est des guerriers, et ils ne vont pas se laisser faire. Et alors, à ce moment-là, il y a toujours des réunions dans les états-majors, tout ça. Et au début de l'année 1943, il y a une réunion qui se passe à Casablanca entre l'état-major américain et puis d'autres services, et ils décident de bombarder la ville d'Hambourg. Hambourg, c'est un port énorme, et donc, évidemment, l'armée allemande a des bateaux qui partent constamment, des sous-marins, tout ça c'est le port d'Hambourg, mais ils ne s'occupent pas du port, ils veulent bombarder la ville d'Hambourg. On est en janvier 1943. Et là, il est question d'utiliser quelque chose qu'on ne connaît pas à l'époque, des bombes au napalm. Oui. Alors le napalm, c'est quoi? C'est de l'essence gélifiée par un apport de palmitate d'aluminium. Et donc ça fait une pâte, et c'est une pâte qui colle aux vêtements ou aux personnes, aux objets, et qui brûle jusqu'à la fin. Alors, il est question de détruire la ville d'Hambourg avec des bombes au napalm. Et à ce moment-là, il y en a un qui participe à la réunion qui dit « Oui, mais attendez, si vous faites le bombardement, là on est en janvier, il y a des incendies qui vont s'éteindre. Si vous bombardez en juillet, alors là, ça va brûler beaucoup mieux. » Eh bien, c'est ce qu'ils vont faire. Et le truc aussi incroyable, c'est que ce bombardement, cette destruction totale de la ville d'Hambourg, est en fait une étape d'entraînement parce qu'ils ont l'intention de faire la même chose à Tokyo, ce qu'ils vont faire quelques mois plus tard. Alors là, vous avez la ville d'Hambourg, elle a été bombardée pendant 10 jours. C'est quelque chose. 2714 avions qui ont largué 8500 tonnes de bombes, 8650 tonnes de bombes au napalm. Vous avez ici des photos, et là, vous en avez une où vous avez un petit garçon qui était sûrement dans une cave et puis qui erre parce que peut-être les parents sont morts. Dans mon livre, je consacre un chapitre entier à toutes ces atrocités qui ont été commises. Je raconte des choses que je ne vais même pas parler ici parce que c'est vraiment énorme. Donc ça, c'était la ville d'Hambourg. Alors, toujours en Allemagne, en 1945, alors que la guerre est pratiquement terminée, parce que le débarquement a eu lieu en juin 1944, on est en 1945, on est pratiquement au moment où on va signer les accords de paix, etc. Et bien là, ils décident de détruire la ville de Dresde. C'était quelque chose d'énorme.
là, ils vont organiser 580 bombardiers anglais-américains, vont larguer 1550 tonnes de bombes, plus 164 tonnes de bombes au napalm, plus de 100 000 morts dans cette ville. 100 000 morts dans cette ville. Cette ville a été complètement rasée. Là, ici, vous avez une photo où vous avez quelques semaines après des gens qui étaient des autres villes, des autres villages qui sont venus pour nettoyer, pour commencer à retracer des rues. Il ne reste que des pierres. Pourquoi? Parce que les bombes en napalm ont fait brûler. Ces maisons, à l'époque, étaient traditionnelles, avec des planchers en bois, avec des charpentes en bois. Donc une fois que la charpente s'écroule et que les planchers ont brûlé, les maisons sont très fragiles et on retrouve que des morceaux, que des pierres. Hein, voilà. Et donc c'est quelque chose. Là, vous avez la ville de Dresde qui a été complètement rasée. Ça fait suite. Alors, c'était totalement inutile parce que la guerre était pratiquement. Oui, quel intérêt? Elle était terminée, vous voyez. Mais non, ça c'est dans la culture de ces types-là. On a fabriqué du matériel, on va l'utiliser et c'est de l'entraînement. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Alors là. On va passer maintenant, puisqu'on va avancer rapidement, on ne va pas faire tout leur truc, tout leur parcours, mais quand même, au Japon. Donc, les combats se déroulent en partie en même temps entre ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe au Japon. Alors, à partir du mois de février 1945, il faut savoir que ça a démarré à la fin 1941, la défense antiaérienne japonaise a été complètement détruite et les bombardiers américains, qui sont devenus, ne sont plus en danger, on a retiré tout le blindage sous les avions, à l'intérieur, tout ça, pour pouvoir mettre plus de bombes. Et là, alors que la guerre est pratiquement, on arrive à la fin, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'issues, eh bien, au mois de mars, dans la nuit du 9 au 10 mars, ils ont décidé de raser la ville de Tokyo. La ville de Tokyo va être bombardée par des bombes au napalm. C'est la répétition de ce qu'ils ont fait à Hambourg. 183 000 civils, principalement, on peut dire uniquement des femmes, des enfants et des personnes âgées, hein, vont mourir dans des souffrances atroces. Parce que les maisons, là on n'est pas en Allemagne, ce n'est pas des maisons de pierre ou de béton, ce sont des petites maisons en papier et en bois. Et donc, vous avez ici les avions qui chargent les bombes au napalm. Et puis ici, vous avez la ville de Tokyo. Il ne reste plus rien, sauf les maisons qui étaient, les quelques maisons qui sont en dur, les bâtiments qui sont en béton et tout ça. Tout a brûlé. J'ai vu des images de personnes qui fuyaient les bombes qui leur tombaient dessus. Ils arrivaient en direction de la rivière sur un pont, des grappes entières de personnes qui étaient agglutinées les unes aux autres, qui étaient momifiées, comme des momies, vous voyez, c'était affreux. Et ça a duré toute la nuit, 183 000 morts au Japon, plus que Hiroshima, plus qu'à Nagasaki. Et ça, c'est des bombardements au napalm. Évidemment, en Europe, LCI, BFM TV, ça, ils ne vous en parlent pas de ce truc-là, pas plus que ce qui s'est passé en Normandie et ce qui s'est passé en Allemagne. Alors les Allemands, eux, ils ont complètement oublié. Il n'y a pas un Allemand sur 10 000 qui est au courant que les Allemands, que les Américains ont fait des choses abominables. Alors là, on est toujours au Japon, alors que l'issue de la guerre ne faisait plus aucun doute. On arrive maintenant en juillet, donc il y a eu le bombardement au mois de mars de la ville de Tokyo, rasé complètement. Eh bien, les Américains ont fabriqué 3 bombes. Vous voyez, une première qui va être testée aux États-Unis dans le désert du Nouveau-Mexique, qui s'appelle Gadget, qui va être mise sur une tour à 32 mètres de haut pour voir ce que ça fait. Bon, là, on en a parlé, j'ai expliqué comment ça a été mesuré. Et puis, ils ont fait une bombe à l'uranium, et ils ont fait une bombe au plutonium. Tout ça a été transporté dans une île près du Japon. Et donc, ils ont le matériel. Eh bien, on va voir ce que ça fait. Ils savent ce que ça fait au niveau de la puissance. Ils ont pu filmer, ils ont pu mesurer. Mais par contre, ils voudraient voir ce que ça fait
au-dessus, non pas au-dessus d'un champ de bataille, au-dessus d'une ville où il n'y a que des civils, voyez, et forcément des civils, uniquement des femmes et des enfants, puisque tous les hommes sont à la guerre. Les Japonais, il n'y a pas un bonhomme qui a plus de 18 ans qui est à l'intérieur de la ville. Et donc, ils vont décider de faire exploser au-dessus de la ville de Hiroshima une bombe à l'uranium. Une fois qu'ils avaient, vous savez, ils font des calculs, ils estimaient que ça va faire à peu près tant, puis quand elle a explosé, ils ont mesuré, ça fait 16 kilotonnes. Et au-dessus de cette ville, cette bombe, elle va tuer 140 000 personnes. Ouais, moins qu'à Tokyo, mais quand même 140 000 personnes. Alors là, vous avez ici la photo de Hiroshima après. Et puis, normalement, ça devrait suffire. Ils ont vu ce que ça donne. Eh bien non, ils ont fabriqué une bombe à l'uranium qu'ils ont testée. Et comme ils ont en réserve une bombe au plutonium, on va voir la différence. Et donc, ils décident, tiens, ben voilà, il y a Kawasaki, il y a Nagasaki, je veux dire, et donc, on va la tester là-dessus. Et ils vont envoyer 3 jours plus tard, ils décident de faire exploser la deuxième bombe au-dessus de Nagasaki. La bombe au plutonium est plus puissante de 50%, elle fait 24 kilotonnes, mais elle va faire 2 fois moins de victimes. Pourtant, elle explose à 450 mètres d'altitude parce que c'est la configuration du site qui est différente. Et pourtant, à Nagasaki, il y avait 173 000 habitants, vous voyez, qui restaient. Eh bien, il n'y aura que 70 000 morts sur le coup. Ça, c'est ce qui s'est passé au Japon. On reviendra tout à l'heure, vous lirez un passage du livre hein, que j'ai écrit sur le chapitre qui est consacré pour le Japon. Au Vietnam, là, ils se sont lâchés. Il n'y avait pas trop de couverture de presse, néanmoins il y avait quand même beaucoup de manifestations aux États-Unis, mais ils sont allés au bout de l'horreur. Parce que là, les bombes au napalm, c'était quotidien. Ils en envoyaient. Il faut savoir que le napalm a été conçu à l'université de Harvard. Vous voyez un petit peu le sommet de l'intelligence qui a réussi à fabriquer une saloperie de cette amplitude. Eh bien, ils ont causé beaucoup de dégâts avec la bombe au napalm, mais ils ont fait pire. Alors, vous avez des sociétés aux États-Unis qui sont cotées en bourse, hein, parce que le système américain, c'est bien sûr... On finance ses retraites en spéculant sur la bourse, etc. Et donc, vous avez, entre 1964 et 1973, l'aviation américaine a déversé, on peut dire, c'est des avions qui sont équipés comme... Des épandeurs. Voilà, ce sont des épandeurs qui volent pas très haut pour laisser tomber 80 millions de litres d'un produit chimique qui s'appelle l'agent orange. Alors, 2 sociétés américaines ont fabriqué ce produit. Monsanto, qui est connu pour la fabrication du glyphosate. Maintenant, ils ont changé de nom, vous voyez, parce que il y avait une image de marque qui était plus très bonne. Ils ont changé de nom et il y avait Dow Chemical qui a été très impliqué dans la fabrication des bombes chimiques qui ont été vendues à l'Irak, où ils ont fait des usines clés en main. Les Américains ont fourni le matériel, les Allemands ont fourni les produits de base. Je vous raconterai ça plus tard avec un type qui était assez exceptionnel dans l'horreur. Il s'appelait Donald Rumsfeld. Alors celui-là, une horreur. Et alors l'agent orange, c'est quelque chose qui est absolument affreux. Il y a eu des conséquences énormes puisque 20 ans, 30 ans après, vous avez des enfants qui naissent absolument handicapés. C'est quelque chose, mais c'est énorme le nombre de... Regardez, ça ce sont des jeunes femmes qui sont adultes, elles n'ont pas de jambes, les bras n'ont pas pu pousser. Là, c'est un petit et un très beau bébé, il n'a pas de jambes, voyez.
voilà ce que ça donne, l'agent orange. Quand les femmes ont touché ces produits-là, eh bien, elles font des enfants handicapés. Donc, dans tous les villages où ils ont répandu cette saloperie, il y a eu, pendant des générations, des enfants qui sont nés avec ce type de handicap. Voilà ce qui s'est passé au Vietnam. Et on va... Donc, tout ça, c'est pour vous dire que, finalement, tout ce qu'on nous raconte, vous savez, sur la démocratie, les valeurs, la morale et tout ça, ça n'existe pas. Ce sont des gens qui sont vraiment capables de tout. Oui, des criminels, vraiment. Et on le verra dans quelque temps. Malheureusement, je crains que quand ils décideront d'utiliser l'arme nucléaire, ça fera aucune différence. Ça sera même moins pire que l'agent orange, hein, je vous le dis. Alors, j'aimerais que vous me lisiez une page puisqu'on parle du Japon, parce que ça va nous permettre de commenter un peu des choses que l'on a expliquées dans une autre vidéo. Donc c'est un extrait du livre que vous avez écrit. Quelques mois après les explosions d'Hiroshima et de Nagasaki, ils construisirent des bâtiments qualifiés d'hôpitaux. Non pas pour prodiguer des soins aux personnes brûlées ou irradiées, non, mais pour effectuer des visites annuelles afin d'observer l'évolution des pathologies sur les personnes brûlées ou irradiées. Dans un documentaire, des femmes japonaises racontèrent comment se passaient les visites. Elles racontent la gêne et la honte qu'elles éprouvaient à devoir se déshabiller devant des hommes assis derrière une grande table, qui les regardaient en posant des questions avec l'aide d'interprètes. Elles expliquent que cet hôpital ne donnait pas de soins, pas de traitement. Non, les médecins américains posaient des questions et écrivaient. Ils revenaient chaque année pour une nouvelle visite et elles devaient à nouveau se déshabiller devant eux et répondre aux questions. Dès le 28 août 1945, des experts américains débarquent sur l'archipel du Japon pour étudier les effets des explosions atomiques, 20 jours après l'explosion au-dessus d'Hiroshima. Les Japonais sont surpris par l'élégance de ces Américains qui interviewent des centaines de Japonais. Ces témoignages permettront de procéder à une estimation sur les effets des bombes atomiques sur la population. Les envoyés spéciaux sont complètement abasourdis par l'étendue des dégâts d'une seule bombe. Le journaliste Wilfred Burkett publie dans le Daily Express, à Hiroshima, 30 jours après la première bombe atomique qui détruisit la ville et fit trembler le monde, des gens qui n'avaient pas été atteints pendant le cataclysme sont encore aujourd'hui en train de mourir mystérieusement, horriblement, d'un mal inconnu pour lequel je n'ai pas d'autre nom que celui de la peste atomique. Oui, alors je voudrais faire un petit commentaire là-dessus. Vous savez que récemment on a fait une vidéo qui a été vue par un grand nombre de personnes où j'ai expliqué quels seraient les effets d'une explosion à basse altitude sur la ville de Paris, mais également Lille, Strasbourg, etc., puisque j'avais expliqué. Et donc, dans cette vidéo, j'ai expliqué qu'il n'y aura pas de retombées radioactives quand on fait une explosion à basse altitude, mais que, bien entendu, la zone qui se trouve dans le cône sous l'explosion va être à un niveau de radiation extrêmement élevé dans les premiers jours. Et donc, c'est ce qui s'est passé, si vous voulez, à Hiroshima. Eh bien, des gens qui, au moment de l'explosion, qui étaient à 20 km, n'ont pas été du tout atteints par l'explosion, ou même qui étaient à 10 km, il suffisait, le cône, comme l'explosion a lieu à 450 mètres, ça fait un cône avec un rayon d'environ 2 km. Là, il y a eu vraiment, tout le monde était, il y a eu le souffle, il y a eu le rayonnement, il y a eu la chaleur, mais les gens qui étaient à 10 km n'étaient pas concernés. Alors, ces gens-là, bien souvent, qui habitaient à 10 km ou à 15 km, peu importe, ils avaient de la famille à Hiroshima.
Et quelques jours plus tard, ils sont allés, enfin même souvent le lendemain, dès le lendemain, ils sont allés pour voir qu'est-ce qui s'était passé, est-ce qu'il restait des maisons. Il y avait la rue, par exemple, où habitait le cousin, où il y avait l'oncle, etc. Et ils ont marché dans les rues. Et ils ignoraient que toutes les matériaux qui étaient là étaient chargés et allaient rayonner avec un rayonnement gamma très fort. Et ces gens-là se sont fait irradier le lendemain, le surlendemain, quand ils sont allés. Et donc, c'est absolument... Alors, on ignorait à l'époque les effets comme ça. Pourtant, il y avait eu déjà un test qui avait été fait précédemment. Les Américains, les experts, savaient qu'il y avait le rayonnement gamma, puisqu'ils avaient mis des animaux, si vous voulez, autour de l'explosion qu'ils ont fait dans le désert du Nouveau-Mexique. Mais le grand public, les Japonais, tout ça, ignoraient tout ça. On leur a même caché après. Et alors, là, évidemment, quelqu'un qui marche dans une zone où il y a un débit de rayonnement gamma qui est, par exemple, de 3000 rad-heure, en 1 heure, il est plié, c'est fini. Alors, il y en a... Chaque jour, le rayonnement gamma va diminuer, si vous voulez. J'ai donné les méthodes de calcul, tout ça dans ce livre. Mais il faut, quand on est dans cette puissance-là, on est sur 16 kilotonnes ou Nagasaki 24, il faut environ attendre 3 semaines, c'est-à-dire en 2 semaines, vous allez avoir le niveau de rayonnement qui est divisé par 1000, voyez, puisqu'au bout de 7 heures, on est divisé par 10, ensuite 49 heures, on est divisé par 100, et quand on arrive à 2 semaines, alors évidemment, les Américains, eux, vont envoyer des journalistes, tout ça, 3 semaines après. Pas idiot, ils ne vont pas envoyer les gens le lendemain, vous voyez. Et donc, là, vous allez lire un passage qui est raconté par un médecin japonais qui, lui, découvre l'ampleur de ce qui se passe. Ils sont complètement... Ils ne comprennent pas parce que les gens n'ont pas été soufflés, n'ont pas été brûlés, et voilà qu'il y a des symptômes qui apparaissent dont on ignorait l'existence. Donc le docteur Katsube décrivit aux journalistes les formes cutanées et hématopoïétiques du syndrome d'irradiation aiguë, dont il a observé les premières manifestations connues. 2 points ouvrez les guillemets, ils perdent l'appétit, leurs cheveux tombent, des taches bleuâtres apparaissent sur leur corps, puis ils se mettent à saigner du nez, de la bouche et des yeux. Les symptômes sont ceux d'une faiblesse généralisée et d'une avitaminose sévère. Nous leur avons fait des injections de vitamines, mais la chair se nécrosait autour du trou fait par l'aiguille de la seringue. Et dans tous les cas, le patient meurt. Nous savons que quelque chose a détruit les globules blancs et il n'y a rien que l'on puisse faire. Donc, dès la capitulation du Japon, le pays... Alors là, on va faire une petite pause. Oui. Vous voyez, donc là, ce médecin japonais décrit ce qu'il observe. Il voit des patients qui sont très faibles et puis il explique les symptômes. Ils essayent de leur faire une injection de vitamines pour leur redonner un peu de truc. Et donc, évidemment... alors, c'est là où il y a une grande confusion chez nos militaires français et dans la population. Tout le monde se focalise sur les poussières radioactives, il ne faut pas les respirer, tout ça. Mais ils oublient complètement le rayonnement gamma. Or, dans les premiers jours, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire que ces gens-là ont été traversés par le rayonnement gamma qui a tué une grande partie de leurs globules blancs. Et ensuite, quand on arrive à un niveau plus haut, les globules rouges également, et donc là, on arrive au saignement d'abord du nez, et puis ensuite les yeux saignent également, et quand on est à ce stade, quelques heures après, c'est l'hémorragie interne, et hop, c'est fini. Et on a eu aussi des témoignages de personnes qui n'ont plus tellement la force pour se lever, mais quand ils arrivent à marcher, eh bien... tous les muscles se détachent des os, vous voyez, par ce rayonnement. Ils sont un peu comme des chiens qui ont, vous savez, qui ont ces plis. Voilà le résultat du rayonnement gamma. Dès la capitulation du Japon, le pays est placé sous tutelle américaine.
Comme en Allemagne, les principaux responsables seront jugés à Nuremberg pour l'Allemagne et à Tokyo pour les responsables japonais. Le détachement de la censure civile, CDD, est mis en place au Japon par les forces d'occupation américaines. Il comptait 6 000 employés en 1946, ceux chargés d'écouter les communications téléphoniques et ceux chargés de limiter le pouvoir de la presse. Les journalistes ne sont pas autorisés à enquêter sur les effets des explosions atomiques dans les 2 villes détruites. Voilà. Alors là, vous avez la censure, vous avez... alors bien sûr, c'est ce qui continue à se passer actuellement. C'est-à-dire que leur système, c'est de passer sous silence tout ce qui est gênant. Vous voyez, tout ce qui serait pas moral, tout ce qui serait en dehors des valeurs qui sont mises en avant par la démocratie. Donc voilà, là on est sur le fond du truc. Et donc, pourquoi j'ai voulu parler de tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ignorent, bien sûr, ce qui s'est passé, parce que, évidemment, c'est pas sur LCI ou sur BFM TV qu'on va vous raconter ce que j'ai raconté là. Ni dans les livres d'histoire à l'école, hein, c'est pas ce qu'on apprend, hein, donc non plus, voilà. Non plus. Donc tout ça, ça a été tout ça est passé sous silence. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, on pourra peut-être un jour reparler de tout ça. C'est que les Américains nous ont complètement vassalisés. C'est eux qui ont construit l'Union européenne, c'est pas l'Union européenne, c'est parce que, si vous voulez, vous avez, un jour on parlera de Jean Monnet et de Robert Schuman, hein, ces deux-là qui ont eu le culot de se faire réformer pour pas aller à la guerre de 14-18, hein, et qui ont créé l'Union européenne. L'Union européenne, c'est, si vous voulez, tout ce que je raconte là, c'est les financiers qui ont décidé de faire une union pour que l'Europe soit complètement sous la coupe des Américains. Hein, voilà. Donc, pour aujourd'hui, je pense qu'on a donné déjà pour les personnes qui nous regardent des informations. Dans quelque temps, on va suivre ce qui se passe au Moyen-Orient. Je pense qu'on va aller vers une escalade. Alors, évidemment, comme vous le savez, Israël possède 360 têtes nucléaires. Actuellement, les Américains voudraient éviter qu'Israël utilise son armement nucléaire et va essayer d'intervenir pour faire les gains qu'ils veulent territoriaux sur le sud Liban, essayer de détruire le Hezbollah. C'est une entreprise pratiquement perdue d'avance. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à attaquer l'Iran? Parce qu'il est évident que l'Iran va apporter son support au Hezbollah, que les Houthis maintenant sont équipés avec des missiles fournis par la Russie, et là ça va faire quelques dégâts. Et donc on est parti vers une escalade où on pourrait déboucher, je pense peut-être en hiver, sur le conflit. Tout ça converge avec mes analyses qui prévoient la guerre nucléaire pour le mois de janvier ou février 2025. Et donc, on verra si le calendrier se déroule comme ça, ou peut-être, parce qu'après tout, rien n'est sûr d'avance. J'ai toujours estimé le risque à 8 sur 10. Il nous reste 20% de chance de ne pas être confronté à cette situation épouvantable, mais néanmoins, c'est quelque chose vers lequel on se dirige, et je pense qu'il va falloir qu'on refasse des émissions, enfin des vidéos, pour informer les gens de ce qu'ils auront à faire pour essayer de sauver leur vie. Oui, ça je pense que c'est effectivement capital, puisque si effectivement cette escalade continue, là, il va rester très peu de temps, quoi, en fait, hein, donc je pense que les gens, il faut vraiment qu'ils soient réellement informés, hein, c'est important. Et prennent conscience, en fait, du danger. Absolument. Il faut se préparer mentalement et pas paniquer et dire qu'on a quand même des chances de s'en sortir, à condition d'être prêt mentalement, d'être organisé et surtout peut-être d'éviter... c'est-à-dire qu'il faut avoir... Mais on reparlera de tout ça une prochaine fois. Là, j'ai voulu fournir un petit peu des informations pour que les gens
arrête, parce que ce ne sont pas des chaînes d'information que nous avons en France, ce sont des chaînes de désinformation. Vous voyez, c'est une catastrophe. Les gens sont d'un côté désinformés et de l'autre côté, ce qui est encore plus terrible, c'est qu'ils sont complètement abrutis par la publicité. Alors la publicité, c'est 50 messages par jour qu'ils reçoivent. Moi, je comprends pas. Quand je vois la publicité, je coupe le son. Je supporte difficilement l'image, mais c'est quelque chose. Les gens sont complètement abrutis par ça. C'est la publicité pour ceci, c'est la publicité pour cela. Et pendant ce temps-là, les gens ne réfléchissent plus. Ce sont des consommateurs sur pattes. Vous voyez, voilà. C'est absolument. Il faudrait que les gens reprennent un petit peu conscience que on est fait pour réfléchir, on est fait pour observer et réfléchir par soi-même. Vous voyez, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Chevrier. Puis à une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.